On peut parler de prise de conscience des limites qui sont les nôtres et qui font qu'aujourd'hui nous vivons une situation relativement intenable ou non soutenable. Pour le dire très vite, l'anthropocène, c'est un terme technique, c'est un terme qui a été proposé par un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, au début des années 2000, pour désigner une nouvelle époque géologique qui succéderait à l'Holocène, qui a été une époque d'à peu près 10-12 000 ans, de relative stabilité. Et donc l'Anthropocène serait une époque géologique qui serait due notamment aux activités humaines, aux activités industrielles, et en même temps qui marque aussi le fait que cet âge entrant dans marquant une ère finalement de grande instabilité au plan climatique, en fait sur tous les plans, fait que cette maîtrise apparente de l'être humain cède le pas à autre chose, et en fait elle est une déprise finalement, et elle nous fait rentrer dans des conditions de vie que grosso modo nous n'avons pas connues jusqu'à présent, et qui évidemment mettent en péril un certain nombre de nos civilisations elles-mêmes, on va dire. On ne peut plus fuir vraiment le capitalisme parce qu'on est attaché à lui. Pas forcément dans des formes d'attachement, on va dire, positif. Les gens n'aiment pas forcément vivre à côté d'un oléoduc, à côté d'une centrale nucléaire ou à côté d'une usine. Ça, c'est vrai. Mais par contre, leur vie, leur destinée est attachée et liée au devenir de ces infrastructures-là. Et ça, c'est une troisième option que nous voulons défendre. C'est-à-dire qu'il faut prendre le capitalisme, il faut prendre ces infrastructures telles qu'elles sont, on les hérite, on est lié à elles, mais par contre, il va falloir justement les défaire, les déconstruire, les désinvestir, etc. Et c'est ça qu'on essaye de postuler. Le concept de développement durable qui est aujourd'hui qui ne peut plus être utilisé d'un point de vue rationnel, ne serait-ce que rationnel. Alors, déjà dès le départ, c'était assez paradoxal comme terme, mais aujourd'hui, on doit l'abandonner pratiquement. Tous les scientifiques sont d'accord sur cette question-là. Le développement durable, en tout cas les scientifiques qui travaillent sur l'Anthropocène, nous le disent, le développement durable, ce n'est plus possible d'utiliser cet horizon-là, ce concept sémantique comme horizon fondamental. Donc il faut passer de cette notion de développement durable à une notion de transition anthropocénique qui est importante, qui est le versant, on va dire, réaliste de la transition écologique, parce qu'elle insère la finalité de tout ça dans son concept même, alors que dans transition écologique, on ne sait pas si on fait une transition écologique pour maintenir le système tel qu'il est, ou est-ce qu'on fait une transition écologique pour véritablement le défaire et le déconstruire. Aussi parce que nous ne vivons pas dans un présent immédiat et que finalement le présent en fait nous échappe très largement. Il nous échappe au moins à deux enseignes. Premièrement parce que les effets du changement climatique que nous subissons sont liés grosso modo aux émissions de carbone dans l'atmosphère d'il y a 40 ans. Et ce que l'on rejette aujourd'hui, on va en subir les effets dans 40 ans. Donc on a l'impression qu'on vit dans le présent, alors qu'en fait on vit dans un présent qui a été préempté par notre activité passée. Donc on ne vit pas exactement dans le présent, on vit dans un présent qui est déjà complètement modelé par le passé. Donc il y a une inertie de ce point de vue-là, du point de vue climatique, qui est tout à fait importante. Mais ce n'est pas la seule inertie. Si on regarde justement les processus d'innovation qui sont censés répondre à ces problèmes que nous rencontrons, de la même manière, les innovations d'aujourd'hui sont en réalité les innovations du passé. C'est-à-dire que les futurs que nous projetons aujourd'hui sont des futurs qui très largement ont été mis en place dans le passé à un moment où l'agenda n'avait rien à voir avec l'Anthropocène. On ne prenait pas du tout en compte l'Anthropocène, mais il n'empêche que ces futurs sont en train d'advenir alors même que nous savons qu'ils sont déjà obsolescents et déjà dépassés. Par exemple, les centrales nucléaires sont un bon exemple pour nous de commun négatif, c'est-à-dire que ce sont des communs au sens où on ne peut pas échapper à leur présence, en tout cas dans certains territoires, et qu'en même temps personne ne veut véritablement se les approprier, ce qui aboutit à une situation un peu paradoxale où finalement, comme pour les centrales, on n'a pas les moyens de continuer, on n'a pas les moyens d'arrêter,
on n'a pas forcément envie immédiatement d'arrêter. C'est l'hiver, il fait froid et on a besoin d'avoir de l'électricité. Donc qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire à plus forte raison dans 40 ans? Dans 40 ans, vraisemblablement, on n'aura pas davantage les moyens d'arrêter et de démanteler. De toute façon, on ne sait pas vraiment faire. Et puis, on a 58 réacteurs en France, ce qui est évidemment absolument considérable. Et pas de solution clé en main pour savoir, encore une fois, quoi en faire. Donc, si je peux compléter, là aussi, il y a une réaction très difficile qui peut être empruntée à la révolution. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un comportement révolutionnaire vis-à-vis d'une centrale nucléaire. Parce que si c'est prendre une centrale nucléaire pour ne pas savoir quoi en faire, c'est compliqué. Donc on ne peut pas avoir d'attitude révolutionnaire vis-à-vis d'une centrale nucléaire. Et on ne peut pas non plus avoir un comportement de fuite. Parce que même si on peut se barricader dans une ZAD, dans une forêt, la centrale nucléaire, elle reste là, quoi. Et si elle est abandonnée, il faut quand même s'en occuper. On revient ici à cette idée d'héritage, et malgré nous, qu'on le veuille ou pas, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais nous l'héritons et nous ne pouvons pas fuir de ça, de cette situation. Nous ne pouvons pas non plus la renverser au sens d'une prise de la Bastille qu'on pourrait faire auprès des centrales nucléaires. Il y a un service en France chargé de créer des langages que les êtres humains sont capables de comprendre dans 10 000 ans, afin de savoir que les centrales nucléaires, les lieux qui accueillent des centrales nucléaires ou ont accueilli des centrales nucléaires, ou dans 10 000 ans les ruines des centrales nucléaires, ne sont pas des lieux vivables, ce sont des lieux à éviter. Et donc on a des gens qui sont aujourd'hui, des chercheurs qui sont consultés pour élaborer ces langages et pour recréer finalement une espèce de tabou à travers des langages intemporels que l'on va pouvoir comprendre dans 10 000 ans, où vous avez les exemples par exemple de la Yucca Mountain aux États-Unis, où qui est un lieu d'entreposage de déchets nucléaires, sur lequel on trouve un panneau qui dit tout simplement aux gens des générations futures, dans un temps relativement long, ce lieu n'est pas un lieu honorable. Nous pensions que nous étions une civilisation puissante, mais en fait, nous ne l'étions pas, et donc ne venez pas ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on recrée du tabou, mais c'est-à-dire que ce sont des autorités administratives qui recréent des figures de tabou autour d'objets qui sont des objets quand même high-tech. Et donc ça, effectivement, pour nous, c'est tout à fait symptomatique. Désaffectation, réaffectation, et c'est-à-dire de nous ressaisir de tout ce que le capitalisme a charrié, de tout ce que notre monde a charrié et dont nous devons hériter, afin d'opérer justement ce double mouvement pour désaffecter aux usages, aux fonctionnalités, aux fonctions actuelles, tous ces éléments, pour les réaffecter à autre chose dans une perspective différente, qui est justement une perspective où se pose la question de comment on habite cette terre nouvelle, qui n'est plus finalement cette terre du passé qui pouvait absorber non seulement toute notre activité, mais aussi toutes nos innovations et tout ce qui va avec, toute la modernisation finalement. Donc là, il y a un enjeu pour nous qui est en fait l'enjeu principal, où finalement la question c'est comment on peut fermer l'existant, mais fermer au double sens de désaffecter pour réaffecter à autre chose, pour en faire autre chose. Et donc c'est une perspective qui pose la question: comment héritons-nous aujourd'hui du monde actuel, un monde largement organisé, économicisé, technicisé, que ne peut plus abriter finalement la Terre. Ce qui est très intéressant, c'est que quand effectivement nous, avec notre projet, on va voir des grandes entreprises du CAC 40 et on leur dit voilà, on vous propose nos services afin de fermer votre groupe industriel dans les 10 prochaines années, il y a d'abord des résistances, on va dire, des résistances un peu épidermiques qui consistent à dire voilà, mais est-ce que vous prenez conscience à qui vous vous adressez? Mais en fait, très régulièrement, on se rend compte que beaucoup des personnes dans ces milieux industriels, de grands cadres de direction ou autres, sont totalement au courant du diagnostic anthropogénique, lisent quotidiennement les publications dans Science ou dans Nature qui révèlent de plus en plus qu'il y a des diagnostics très critique concernant la crise écologique. Et donc,
quand on passe cette première réaction épidermique, les gens vous disent mais comment on peut faire concrètement pour fermer une boîte ? Donc ça, c'est fermer une boîte ou un centre de recherche ou un centre d'innovation. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte, d'une manière assez étonnante, qu'aujourd'hui, il y a très peu d'alternatives techniques, c'est-à-dire juridiques, financières, etc., pour fermer des entreprises. Très, très simplement. On est quand même dans des situations où l'État n'est pas le garant d'un bien commun ou en tout cas d'un moindre impact écologique. L'État pollue, est un gros producteur de CO2. Son action est une action carbonée dans son ADN, quoi. Donc aujourd'hui, il y a peu de solutions techniques pour transformer un patrimoine financier colossal, par exemple, en un bien commun. Si par exemple quelqu'un veut donner des terres et les transformer en un bien commun, par exemple pour les entités de la nature, pour une espèce d'oiseau, etc., c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a des réglementations aujourd'hui qui sont extrêmement compliquées, qui ne vous permettent pas en fait de comme ça libérer des espaces pour créer des biens communs, des espaces sauvages, etc. Donc il faut imaginer d'autres initiatives et c'est en 2014 seulement que la première réserve privée en France a vu le jour et depuis il en existe d'autres. On a besoin de poser des précédents pour qu'il soit possible notamment de les multiplier mais derrière aussi d'aller plus loin. Et donc on a besoin d'une véritable expertise qui fait défaut très largement aujourd'hui.